Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci n'est pas un épisode de podcast. Ceci est la réponse au tag Tricot Lecture proposé par Nathan Reed il y a beaucoup de mois. Je crois que c'était pendant le premier confinement. J'avais regardé à l'époque les réponses de la boutiqueuse et de Pelote et Repelote, en me disant que c'était franchement sympa, mais à l'époque, j'étais absolument pas dans le mood pour faire ça. Non, pas du tout. Dimanche, Mode Imaginaire a mis en ligne aussi ses réponses, et là, par contre, ça m'a franchement... Enfin, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, et quand il disait, ah voilà, aiguille circulaire, ah mais lequel je pourrais mettre, ah mais là c'est ça, mais et ce livre-là, dans quoi je pourrais le mettre? Donc voilà, à tel point que je l'ai regardé tout en commençant à rabattre les mailles de mon Mystéricole de Stephen West, et que j'en ai cherché d'autres pour pouvoir les regarder en continuant. Voilà. Et donc lundi, je suis allée chercher la liste des questions, je l'ai sortie, j'en ai rajouté un. Et j'ai pris mes livres. Et en fait, il y a quelques heures, je les ai filmés. Ça dure 1h30. C'est juste pas possible, donc là, je le refais en espérant le faire plus court. Il faut savoir que je suis une grande liseuse. Je sais plus, j'avais lu une fois que au-dessus de 12 livres par an, on était des grands lecteurs. Je suis peut-être tombée à 12 livres par an quand les enfants étaient petits. Ça a été des moments où j'ai beaucoup moins lu. Mais à ces moments-là, je me sentais comme une toute petite lectrice. Voilà. Je n'ai aucun problème à relire des livres. Et quand je vais parler, quand c'est ce que s'est passé en fait la première fois, quand je parle des livres, j'ai aussi besoin de parler de quand est-ce que j'ai lu, limite qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc c'était très long. En plus, parfois, je parle de 2 livres, donc ça peut être très long. Donc j'ai décidé de le refaire, en essayant d'être beaucoup plus courte. Voilà, on espère. Première question, aiguille circulaire, un cycle ou une série de livres que tu as aimé. J'avais vraiment un problème pour celle-là, parce que moi, les cycles, les séries de livres, mais j'adore ça. C'est vraiment les... Ouais, c'est retrouver les personnages, les voir mûrir, les voir grandir. Sois pas judgmental comme ça, chat. Tu peux venir là si tu veux. Ouais, voir toutes les péripéties, ou au contraire la vie les sagas familiales bien écrites, j'adore ça. Enfin voilà, vraiment, ce sont certains de mes livres préférés. J'en ai beaucoup de séries, j'avais vraiment une longue liste de séries que j'aurais pu vous parler, et j'essaie de parler de la toute première. Et cette toute première, c'est aussi les livres, le premier, c'est vraiment le livre qui pour moi a façonné la lectrice telle que je suis aujourd'hui. C'est elle qui aime les romans historiques, c'est elle qui aime les grandes épopées, et c'est les 3 mousquetaires. Et là vous allez me dire, Anne, les 3 mousquetaires, ok, là t'en as 2, mais on peut pas appeler ça une série. Bien si, parce qu'il y a les 3 mousquetaires, mais tout le monde le sait, il y a 20 ans après, qui, comme son nom l'indique, ont 20 ans après, et il y a le vicomte de Bragelonne, on les retrouve 10-15 ans après, 20 ans après. Voilà. Ça... Et là, c'est une série. Je vous parle pas de l'histoire, tout le monde connaît l'histoire des 3 mousquetaires, sinon lisez-le, vraiment, voilà, c'est épique. Bon, après il faut savoir que d'un point de vue historique, bon, c'est du Dumas, hein. Dumas, il a quand même dit je peux violer l'histoire tant que je lui fais de beaux enfants.
Bon, déjà la phrase en elle-même pourrait poser problème, mais bon. Pourquoi j'ai lu Les Trois Mousquetaires et pourquoi je les ai lus relativement jeunes? Je les ai commencés, j'ai découvert le livre, j'ai commencé à lire le livre plutôt à 11 ans, 10-11 ans. En fait, à l'époque, il y avait un dessin animé. Il y a 2 dessins animés sur Les Trois Mousquetaires. Il y a celui avec les chiens qu'on a tous vu sur France 3. Et il y en a un autre qui, j'ai l'impression, est un peu moins connu, qui était sur la 5 dans les années 90, 89, 90, 91. Voilà. Et à l'époque, tout le monde le sait, il y en avait un par semaine. Et on était partis en vacances, je pense que c'était pour la Toussaint, dans la maison de campagne de ma grand-mère, qui avait bien une télé mais qui ne marchait pas très bien. Et donc j'avais dû faire un peu un caprice pour voir mon dessin animé. Et puis ça passait pas très bien. Et mes parents, il y avait le livre, il y avait Les Trois Mousquetaires, version intégrale. Et je suis tombée dedans. Et c'était fichu. Ce n'est pas celui-là. Je ne sais même pas. Quand je vois la taille qu'il avait, parce que c'était gros comme ça, c'était vraiment impressionnant. C'était une Bible quasiment. Enfin, la taille, c'est bon, bref. Et j'ai totalement accroché. J'ai commencé par chercher, par voir les différences, et puis j'étais perdue. Et puis j'étais perdue. Et voilà. Et je vais arrêter parce que sinon je vais recommencer comme tout à l'heure. Aiguille droite, une lecture scolaire que tu as aimée. Très compliqué. Par principe, je n'aime pas les lectures qu'on m'oblige. Qu'on m'inflige aussi. En première, j'ai dû lire pour le bac de français un roman de Malraux, qui allait au Panthéon cette année-là, et une pièce de théâtre romantique. Quand la professeure nous a dit ce qu'on devait lire, elle avait choisi La condition humaine, dont je me rappelle de la scène de départ et la scène de fin, et rien du milieu, quasiment pas. Et elle avait choisi Lorenzaccio de Musset. Et j'avais ce livre à la maison. Je suis rentrée le soir, je me suis dit, il faut tout de suite que je lise, peut-être que j'aurai pas on est obligé. Et en effet, je l'ai pas eu. Je n'ai pas eu ce truc-là, je l'ai lu sans souci. Je m'aperçois à quel point je ne me rappelle pas vraiment de l'histoire. Je sais en gros, mais c'est tout. Et limite, c'est tellement court, il faudrait que je le relise. Et voilà, il faudrait que je le relise. Anneau marqueur, ton marque-page préféré. Pendant longtemps, pendant très longtemps, mon marque-page c'était le premier truc qui me tombait sous la main. J'avais des marques, je devais avoir des marque-pages, mais en général, il y avait plein de choses. Alors je sais que, oh tiens, il y en a un que j'ai pas rangé, que j'ai rangé justement. Quand j'ai fait la première présentation, je suis tombée sans rire dans certains livres sur des tickets de bus. Ça encore ça va. Je dois avoir dans un ou deux une carte postale et surtout dans j'avais, ça ne s'invente pas, une feuille de papier toilette. Parce que je suis du genre de ces personnes qui lisent aux toilettes pendant des heures. Voilà, c'est dit. Maintenant, depuis un an, j'utilise des marque-pages aimants. C'est des petits marque-pages qui se plient en deux et qui sont aimantés au milieu. Et c'est génial parce que c'est clairement, ça ne tombe pas. On le met, on le clipse et voilà. C'est assez génial. Voilà, allez. Je vais me mettre de côté. Hop, je le regarde. Bonnet, un livre qui t'a fait réfléchir. J'en ai, ouais, je suis désolée, là je commence à en avoir deux. Il y a Jubilee de Margaret Walker. Je crois que vous en avez déjà parlé une fois que je vous parlais d'un livre sur l'esclavagisme et la guerre de sécession aux États-Unis.
Celui-là, je l'ai lu en seconde, à la fin de la seconde, grâce à une prof, ma prof de français, qui proposait aux élèves à la fin de l'année les livres dont elle ne voulait plus. On suit Viri, une jeune esclave, fille du maître. On la suit quand elle est esclave, avant la guerre de sécession, pendant la guerre de sécession et après. Pour voir que c'est pas si facile. Margaret Walker, en fait, raconte l'histoire de son aïeul. Viri a une particularité, c'est qu'elle ressemble énormément à la fille légitime du maître. C'est avec ce livre que j'ai découvert qu'il y avait des esclaves blancs aux États-Unis, parce que à partir du moment où votre mère était blanche, et votre mère était esclave, qu'importe la couleur de votre peau, vous étiez esclave aussi. Et j'avais trouvé ce livre très intéressant parce que il romantise beaucoup moins, il idéalise beaucoup moins l'esclavage que quand vous lisez par exemple Autant n'emporte le vent. Voilà, on le voit un peu plus dur, pas aussi dur qu'on peut le lire que certains livres qu'on peut lire aujourd'hui, mais il était vraiment bien. Je sais pas si on le trouve facilement, mais en France en tout cas, mais il était vraiment bien parce que voilà, ça remonte. Moi je l'ai eu en 98. C'est un livre qui a été écrit en 1966 et le copyright est de 68. Donc, oui, il n'est pas récent. L'autre livre, c'est un des premiers livres, un des premiers essais, enfin, un des premiers livres non-fiction que j'ai lu de moi-même. Il s'agit du tome, enfin là c'est le Moyen-Âge, c'est l'histoire des femmes en Occident, c'est un ensemble de 5 livres, il y a l'Antiquité, le Moyen-Âge, du 16e au 18e siècle, le 19e siècle et le 20e siècle. J'ai les 5, j'avais commencé par en lire un ou deux en les empruntant à la bibliothèque, et le jour où je les ai trouvés, j'ai trouvé le coffret, je n'ai pas hésité. C'est franchement... c'est des pavés quoi. Mais c'est super intéressant. Ça montre, c'est avec ces livres-là, moi qui aimais bien les livres historiques, j'ai pu voir à quel point les auteurs dénaturaient un peu l'histoire. Enfin voilà, se fichaient un peu de l'histoire, un peu comme Dumas. Au moins Dumas il le disait. Et à quel point l'histoire des femmes n'est pas linéaire. C'est pas facile, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Et je suis sûre que les mêmes livres aujourd'hui seraient assez différents. Il y a plein de monde en fait. Chaque chapitre va... il y a plein d'auteurs de ces livres-là. Chaque chapitre va être axé sur un sujet différent et va être écrit par une ou deux personnes. Je crois qu'il y en a certains, il y a plusieurs personnes qui les écrivent différents. C'est passionnant. Brioche, un livre que tu as lu au moins 2 fois. 12 ? Pas loin. Honnêtement, pas loin. Je lis... J'aime beaucoup relire. J'ai décidé de prendre un livre que j'ai dû acheter 2 fois parce que le premier est en petits morceaux. C'est un recueil de poèmes jeunesse que vous pouvez trouver au livre de poche jeunesse Demain dès l'aube. C'est dit je dis poèmes jeunesse, mais c'est pas des poèmes pour les enfants, c'est des poèmes. Vous avez l'invitation au voyage de Charles Baudelaire, vous avez Demain dès l'aube de Victor Hugo, vous avez la joie, le chêne et le roseau, La mort du loup, Le dormeur du Val. Vous avez des... Comment ça s'appelle vous en avez des vieux, vous en avez des récents, vous en avez du XXe siècle, vous avez quelques femmes. Et c'est génial. Et honnêtement, voilà, c'était ma maman qui m'avait offert celui-là et j'ai dû le racheter. Ça a été le livre qui m'a permis de découvrir
j'ai envie de dire la poésie avec un grand P. En CM1, un de mes instituteurs, puisque j'en avais deux, nous avait fait découvrir CM1, ça nous avait fait écrire la poésie. J'irai pas, c'est pas parce que je vais plus vite que je vais prendre moins de temps. L'idée, c'était d'aller plus vite en étant un peu plus concentré. Bref, Monsieur Charpentier nous avait appris à écrire de la poésie. Grâce à mes poèmes, j'ai eu ce livre. Il y a un lien, je ne vous l'expliquerai pas, c'est trop long. Et ce livre-là m'a permis de découvrir Hugo, et j'ai une bibliothèque de poésie de 10-15 livres, ce qui n'est pas énorme. Mais si j'ai ces livres-là, c'est entre autres grâce à ça. Dentelle, un livre classique. Là, j'ai pas trop hésité. Cyrano de Bergerac. Ma grand-mère m'avait emmenée avec ma cousine voir le film avec Depardieu quand il était sorti au cinéma. Ça a été ouais, j'ai adoré. Je crois que je le connaissais avant parce que j'ai fait théâtre et on devait travailler sur la tirade d'aînés. Voilà, et je ne sais combien de fois je l'ai lu, je ne sais combien de fois j'ai vu le film, et j'adore tout le temps. Et là où je suis contente, c'est que mes enfants aussi l'aiment. Détricoter, un livre que tu n'as pas pu finir, Le Grand Maulne. J'ai essayé un certain nombre de fois, je n'ai jamais réussi. Je sais que on m'a mis au moins une fois devant le film, j'en ai quasiment aucun souvenir, sauf un truc totalement délirant, ce qui veut dire que j'étais vraiment pas dedans. Voilà, Le Grand Maulne. Je sais même pas de qui il est. Fingering, un livre tout fin, très court. J'en ai deux à vous présenter. Il y a Éloge des fins heureuses de Corinne Pierret aux éditions Monstrographe. Ce n'est pas un roman. C'est un essai sur le fait que pourquoi il faudrait que absolument les fins des livres soient tristes. Corinne Pierret est une auteure jeunesse, et son petit livre est assez génial, jubilatoire et vraiment bien. La réalité n'est pas la limite ni l'horizon de notre imagination, elle en est le point de départ. Voilà, c'est pas parce que dans la fiction on peut empêcher la Shoah d'avoir lieu, et ce faisant tenter de comprendre pourquoi elle a eu lieu. La fiction emporte un regard neuf sur la réalité. Elle ne la nie pas, elle l'éclaire sous un nouveau jour, elle en est le réflecteur. Voilà, c'est exactement ça, c'est super. Honnêtement, si vous tombez dessus, Éloge des fins heureuses de Corinne Pierret, ou si vous le commandez, allez-y, il est assez génial. Le suivant, c'est un petit livre très jubilatoire. Il était sorti en 2001, c'est L'échappée belle d'Anna Gavalda. Et en fait, quand il était sorti, d'ailleurs c'est sur celui-là, quand il était sorti, c'était pour France Loisirs. C'était seulement pour France Loisirs. D'ailleurs, je crois qu'il était même pas en vente, enfin il était offert, ou un truc comme ça. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire de 4 frères et sœurs qui décident de ne pas assister au mariage auquel ils avaient été invités, aller ailleurs, et puis voilà. Et voilà, bref, il est assez génial, je le trouve très, très réjouissant. Et en fait, il est ressorti en 2009 de mémoire, 2007-2009. 2009. Elle l'a réécrit, donc vous trouverez celui-là aux éditions Le Dilettante, pardon. Alors elle l'a réécrit dans le sens où, par exemple, ici ils écoutent une compilation de chansons qui sont sur cassette, et là la compilation de chansons est sur MP3. Et devrait-elle le réécrire aujourd'hui, on serait sur Spotify ou sur Deezer. Voilà. Et rien que ça, je trouve ça très amusant. Indy d'ailleurs, un livre, un auteur peu connu. Celui-là, j'ai su assez vite duquel j'allais parler, et
à ma grande surprise, je me suis aperçue que je n'avais plus le livre. Et ça me désole, il faudra que je le rachète. J'ai dû le prêter et on ne me l'a pas rendu. Je le vois que ça parce que je ne me vois vraiment pas le donner. Il s'agit du successeur de Pierre de Jean-Michel Truong. C'est un livre, c'est de la science-fiction. On est dans l'avenir, de mémoire, on ne sait pas quand exactement, mais voilà, on est dans l'avenir. Et là, l'humanité vit dans des box, une personne par box. Les enfants grandissent avec leur mère, puis vont aller tout seuls dans des box. Les seules relations, les relations sociales et le travail et tout se font via Internet. C'est un livre qui a été écrit en 99. Donc franchement visionnaire. Je l'avais adoré, je l'ai eu un peu par hasard. Et là en fait, voilà, je pense pas tout le temps, mais là je me suis dit, oh je le relirais bien, là, surtout avec tout ce qui se passe, avec la place qu'a pris Internet dans notre vie, ça serait super intéressant. Et je l'ai pas. Bon. 10. Laine à chaussettes, une lecture idéale pour l'hiver. Alors pour moi, toute lecture est idéale pour l'hiver. Et pour le printemps, et pour l'été, et pour l'automne, et pour quand vous n'êtes pas bien. Enfin non, quand vous êtes... Après, selon vous, comment vous vous sentez, non, pas le même. Il y a des livres qu'on lira vraiment selon... Enfin, qu'on appréciera plus selon comment on est. Mais moi voilà, j'ai pas de livre spécial hiver, spécial automne. Quand je vois les booktubeuses qui disent ah bah là c'est ma pile de Noël, c'est les livres que je vais lire là parce qu'on est en décembre. Ouais bon, enfin voilà, ça me passe au-dessus, je peux comprendre, je trouve l'idée sympa, mais moi voilà, c'est n'importe quoi. Donc c'était pas si facile. J'ai pensé à une lecture un peu chaud doudou. Et pour ça, ça m'a fait penser à Fangirl de Rainbow Rowell, que j'avais découvert l'année dernière grâce à Margot Liseuse, qui est sur YouTube. Et elle en avait parlé au moment de novembre-décembre. Et je m'étais dit qu'il avait l'air sympa. Et c'est vraiment... c'est un roman chaud doudou. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas aller plus loin. Mais vraiment, ouais, j'avais bien aimé. Ça casse pas quatre pattes à un canard, on est d'accord, hein, mais c'est sympa. Et je me suis dit que quand même, j'allais vous... C'était là où je pouvais en coincer un, où je pouvais coincer les petites maisons dans la prairie avec The Long Winter, un si long hiver en français, où on suit la famille Ingalls coincée pendant tout un hiver dans la ville de De Smet qui est coupée du monde parce qu'il y a blizzard sur blizzard. Je suis à peu près sûre que celui-là, je vous en ai déjà parlé. Les petites maisons dans la prairie, le livre, hein, pas la série, mais c'est ce qui... C'est ça... Comment l'expliquer quand au bout de 2-3 mois, ici, on me demandait « Et alors, les États-Unis, est-ce que c'est comme vous l'imaginiez ?» Moi, je l'imaginais comme dans la petite maison dans la prairie. Voilà. C'est vraiment, c'était ma vision de l'Amérique. Et c'est pas si faux, en fait. Et c'est pas si faux. J'ai pas eu d'énormes blizzards comme ils sont, on est trop au sud. Mais par contre, se retrouver coincé, on a connu, j'aurais pas parié c'est là-dessus. Voilà. Pas coincé à cause de la neige, hein, vous m'avez compris. Mystery Call, un roman policier. Alors, je vous en ai pris un qui est pas vraiment, qui serait peut-être pas mis dans le roman policier. C'est le théorème du perroquet de Denis Gage. C'est un peu dans la même veine que le monde de Sophie. Le monde de Sophie, on découvrait la philosophie. Là, ça va être les maths et la géométrie. Une famille tombe sur un perroquet. Et assez rapidement, ils se rendent compte que ce perroquet appartenait à un mathématicien
qui en fait est ami de la famille, mais enfin ami d'un ami, mais voilà, et que ce mathématicien a découvert la démonstration du théorème de Fermat. Voilà. Le théorème de Fermat avait fait un théorème, avait dit un théorème, avait écrit à un ami en disant bah voilà, j'ai un théorème, enfin voilà, regardez cette équation comme elle est belle et j'ai la... Ah, excusez-moi, j'ai plus les mots. Je pourrais vous en faire la démonstration, mais j'ai pas assez de place. Et on n'a jamais trouvé la démonstration de Fermat. Je sais pas si on est arrivé aujourd'hui à le faire. Et donc c'est un prétexte pour raconter l'histoire des mathématiques. Et il y a toujours quand même cette idée de... Enfin, il y a quand même un peu cette intrigue policière de... Mais certains voudraient avoir trouvé cette démonstration. Et qui l'a? Qui l'a? Voilà. Alors, je me suis aperçue tout à l'heure que j'avais noté des... Comment ça s'appelle? J'avais pris des petites notes, dont une pour la résolution des problèmes. Des cartes qui expliquaient comment résoudre un problème. Et je me suis dit, il faut que je le mette de côté pour en parler avec Lise. Il y a toujours un peu des problèmes en maths et en géométrie dès qu'il y a un problème. Et voilà, je vois bien qu'elle ne sait pas par où aller. Et bien peut-être que Descartes l'aidera. Point texturé, un roman dense et riche. Si je vous parle de livres, ça serait dommage que je ne passe pas par ma période japonaise. J'oserais même dire asiatique parce que j'ai lu pas mal de livres d'auteurs japonais et indiens. Mais là c'est plutôt japonais. J'avais lu Geisha, comme beaucoup quand il est sorti. Et j'avais bien aimé, mais j'avais trouvé, comment dire, il me manquait quelque chose. Et je suis allée directement à la source, en achetant des livres, en achetant des livres d'auteurs japonais, dont entre autres Le miroir des courtisanes d'Ariyoshi Sawako. Et là, on a c'est la même chose. On a une jeune fille qui devient une geisha. À 3 ans, elle perd son père. À 6 ans, sa mère se remarie. À 10 ans, sa mère la vend à une maison de geisha. Ça se passe... ça commence vraiment avant la Première Guerre mondiale. Ça va se finir après la Deuxième Guerre. Il y a dans ce livre, comment devenir une geisha. Voilà, clairement. On voit que ce n'est pas la même chose que des prostituées. Il y a aussi l'histoire entre Tomoko, donc l'héroïne, et sa mère. Relation pas simple du tout. On a... En fait, il y a tellement de choses. Alors, il y a tellement de choses qu'on peut difficilement... Mais c'est un peu comme Lorenzaccio. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Et je m'en souviens plus trop, mais je me souviens qu'il m'avait plu. Voilà. Et c'est aussi que je ne pense pas le relire vu l'épaisseur. Contrairement à l'organisation qui est quand même assez court. Rabattage, un livre dont la fin t'a laissé sans voix. Là aussi, je ne pouvais pas parler de livres sans parler de Zola. Et je vous en ai choisi un qui n'est... Je ne pense pas très connu. C'est dans le cycle des Rougon-Macquart, La faute de l'abbé Mouret. J'aurais pu aussi parler de Un rêve, dans le genre fin, ça c'était pas mal celui-là. La faute de l'abbé Mouret. L'abbé Mouret, c'est le frère de Octave Mouret, le directeur du grand magasin au Bonheur des Dames. L'abbé Mouret s'est installé dans un petit village et il est tombé amoureux d'une jeune femme de ce village. Ils ont... voilà, vous avez compris. C'est un livre très... très bucolique. Il y a énormément de descriptions de la nature. La jeune fille de mémoire, c'est Alban. Enfin, de mémoire.
Albine, parce que je l'ai regardé tout à l'heure. J'adore l'odeur des vieux livres. Pardon. Albine est tombée enceinte et l'abbé Mouret ne veut pas avoir à s'en occuper et elle se suicide avec des fleurs. Pas en les faisant infuser et en buvant un poison, non, non. Elle s'enferme dans sa chambre, elle colmate la porte et la fenêtre par des tampons d'herbe et elle a mis tellement de fleurs dedans qu'elle est intoxiquée par le parfum. Je ne sais pas si c'est possible, mais je peux vous jurer que les descriptions de Zola sont toujours superbes. Dans les descriptions de celui-là, c'est... voilà. Bon... Ça n'avait pas été facile, un livre dont la fin t'a laissé sans voix. Je voyais pas trop. Il y en avait un autre, mais c'est peut-être celui-là. Et en fait, quand j'en ai regardé plusieurs, l'une disait celui-là, j'ai beaucoup pleuré à la fin, il m'a vraiment laissé sans voix. Je suis, ah oui. Et là, pour moi, c'est beaucoup plus simple parce que je pleure facilement devant les livres. La fin du Vicomte de Bragelonne, je pleure. Sur le Bergerac, je pleure. Bon, voilà. J'ai la larme facile devant les films, devant les livres et tout et tout. Rendre montage, un livre qui t'a harponné dès le départ. Alors là, je vais vous reparler des chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor. Et là, en fait, ce livre ne m'a pas harponné dès le départ. Il m'a harponné même avant. En lisant la chronique des Demoiselles de Châtillon sur Instagram, elle a marqué une phrase « Et le monde est devenu blanc ». Et je me suis dit, mais pourquoi? Mais comment? Mais est-ce que c'est une seule fois? Mais vu comme elle le dit, on a l'impression que la phrase revient plusieurs fois. Pourquoi? Ça m'a vraiment... questionné dès le départ. Après, assez rapidement, pas tant que ça. Voilà, on comprend dedans, on comprend et ouais, c'est, enfin bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé, vous savez, je le relis en anglais. Bref. Ravelry, un livre que tu as lu sur une recommandation. J'ai essentiellement 2 personnes qui vont me faire des recommandations de livres. Il y a ma maman et mon amie d'enfance. Ma maman m'avait conseillé un livre dont je vous ai déjà parlé, The Lottery. C'est l'adaptation en roman graphique. Je vous en ai parlé. Lui, il aurait pu être dans un livre dont la fin t'a laissé sans voix. Parce que même si je me suis doutée de la fin, quand même, à la fin, c'est... Et en plus, il n'y a plus trop de voix. C'est clair. Et bref, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, ça c'est un des livres, c'était un livre que ma maman m'a conseillé, c'est un des livres, voilà, on s'en conseille beaucoup. Et un autre, celui-là je crois qu'il est connu, mais j'en suis pas sûre. Non, je rigole. C'est Le Trône de Fer. Donc ça c'est ma copine qui me l'avait conseillé. Elle l'avait lu bien avant que la série sorte. On l'a commencé un peu avant que la série sorte de mémoire. En tout cas, on n'avait pas du tout vu la série. De toute façon, la série télévisée ne nous a pas du tout intéressés. Il y a déjà plein de violences, de morts et de sexe dans le livre. Et on a trouvé les 3-4 premiers épisodes qu'on a regardés qu'ils en avaient encore plus rajouté. C'était totalement gratuit. On est à jour. C'est pas difficile puisqu'on les attend dans les derniers. Mais voilà. M'avait dit, le début est un peu compliqué. Enfin, le premier est un peu compliqué à cause de la traduction, mais voilà, restez-y.
Et j'ai pas eu cette impression. Voilà, j'ai pas eu cette impression de compliqué. Après, voilà, j'ai lu beaucoup de romans historiques, donc j'étais peut-être, sans le savoir, habituée. Stache, un livre dans ta pile à lire. The Grace Year, l'année de grâce en français. C'est un livre qui est dans la pile à lire de Lise, mais on se partage un peu la pile à lire. Donc là, hier soir, j'ai commencé Circe de Madeleine Miller. Et en fait, je pense que je vais aussi attaquer celui-là. Je n'ai aucun problème à lire 2 livres en même temps. Stephen West, un livre complètement barré. Et ben complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Déjà, la plupart des livres de Le Gardinier sont assez... Enfin, j'en pense à au moins 3 qui... Ouais, c'était complètement barré. Complètement cramé et encore en haut, c'est vraiment le plus. J'aime bien Le Gardinier, j'ai pas lu tous ses livres. Très loin de là. En fait, j'avais commencé avec... Je crois c'était Demain j'arrête, ou je crois. Qui fait presque de... On a presque l'impression de lire la Chiclite. J'avais continué avec Complètement cramé, qui est totalement déconnant. Et soudain tout change, c'est un tout autre registre. Cet auteur a... c'est impressionnant comme il a une écriture presque différente à chaque fois. Demain j'arrête, où rien ne va plus, je sais plus, il y en a 2. Je vous disais, c'est quasiment de la chiclite, on suit une jeune femme et on a vraiment l'impression que c'est une jeune femme qui écrit. Soudain tout change, c'est une jeune fille qui est au lycée, et ben c'est quasiment ça. Complètement cramé, c'est un vieux monsieur anglais, même chose. Il a écrit, Le Gardinier a aussi écrit des romans un peu policiers. Il va falloir que j'aille voir de ce côté-là. Torsade, un livre plein de détours, rebondissements. Life After Life de Kate Atkinson. Ce livre a été traduit en français. C'est ma maman qui me l'avait offert, celui-là, en anglais. Et je l'ai lu en fait en anglais, mais c'était une deuxième lecture parce que j'avais essayé de le commencer, j'arrivais pas à avancer. Et ce que fait que je l'ai lu en français. Et après, je l'ai relu en anglais. Et comme ça, c'est passé. Je vais essayer de vous traduire à la volée la 4e de couverture. Et ça va être à peu près ça. Que se passerait-il si vous aviez la chance de vivre votre vie encore et encore jusqu'à qu'elle soit parfaite? Pendant une tempête de neige en Angleterre en 1910, un bébé naît et meurt avant qu'elle puisse prendre son premier souffle. Durant une tempête de neige en Angleterre en 1910, le même bébé naît et vit pour raconter l'histoire. Et en fait, c'est ça. On va suivre quelque part une enfant qui deviendra aussi jeune fille, qui deviendra jeune femme, et à chaque fois, en fait, il va se passer un truc. Elle meurt, et ben on recommence à zéro. Et alors, pas toujours à 0-0, mais c'est super intéressant, c'est assez particulier. Ça se passe, donc 1910, ça commence avant la Première Guerre mondiale. Il y a une très grosse importance portée à la Deuxième Guerre mondiale. Il peut paraître un peu bizarre, mais honnêtement, si vous avez la possibilité de le lire, allez-y. Je vous mettrai le titre du livre en français en barre d'infos. Je vous mettrai tous les titres des livres que je vous ai présentés, enfin qui étaient sur ma liste. Et quand ils sont en anglais, je vous mettrai toujours le nom du livre en français. Voilà. Zéro cerveau, comme le nom l'indique. Un Jenny Colgan. Voilà. Là, c'est The Endless Beach. Je ne sais pas
comment le traduire. Je sais qu'il est traduit en français, mais je ne sais pas quel est le titre. C'est l'auteur, Johnny Colgan, c'est l'auteur de La petite boulangerie du bout du monde. Et voilà, c'est des romans, sympathiques, voilà, qui ne sont pas inoubliables, mais quand on ne veut pas réfléchir, c'est parfait. J'ai rajouté une catégorie, layette avec un livre enfant. Alors c'est un peu limite parce que là je vous en ai présenté deux, il y en a un, c'est un peu limite, c'est pas trop un livre pour enfants. Enfin, si, mais... le premier, c'est Les aventures des souris des 4 saisons. Et ça, c'est vraiment enfant, c'est à partir de 5 ans. Ça pourrait même être avant. Alors lui, c'est un recueil en fait. Les aventures des souris des 4 saisons, vous avez 8 histoires dedans. Et là, c'est l'ensemble des 8. Moi, j'avais les 4 premières qui étaient beaucoup plus petits. C'était un petit carré comme ça. Et donc, j'avais printemps, été, automne, hiver. Et à chaque fois, il y a une petite histoire autour de la saison. Et en fait, ce livre vaut surtout pour les illustrations. En fait, on suit des petites souris, les souris des buissons au mur, qui sont extrêmement anthropomorphes. Et entre autres, voilà, vous avez des illustrations, mais pleines de détails. Donc déjà, celle-là est plutôt sympa. Mais alors, il y en a, quand on voit moi, celle que j'adore, c'est les coupes des maisons. Il faut que j'en trouve. Voilà. Ici, vous avez la laiterie dans une souche. Et alors, je peux pas trop vous le montrer, mais il y a plein de petits détails. Je pourrais encore passer des longs moments dessus en voyant tous les petits détails. C'est très victorien, hein. Attendez que là, en été, c'est un mariage. Et que je vous montre les mariés. Voilà. Quand je vous disais que c'était très victorien. Voilà. Mais c'est un livre que j'aime. J'aime beaucoup les illustrations de ce livre-là. L'autre livre dont je voulais vous parler, j'aurais du mal à faire tout ça et sans vous parler de ce livre-là, c'est Constance de Patricia Clapp. Je vous disais que les livres de La petite maison dans la prairie, c'est une partie des livres qui ont façonné ma vision des États-Unis. Constance, c'est le livre qui fait que je connais un peu le début de l'Amérique. Puisqu'en fait, Constance est une jeune fille qui a vraiment existé et qui est arrivée en Amérique sur le Mayflower en 1620. Patricia Clapp est une de ses descendantes. Non, d'ailleurs, c'est même pas une de ses descendantes. Elle est mariée à un descendant de l'héroïne et a raconté son histoire. Ce n'est pas la seule personne qui a raconté l'histoire de Constance ou d'autres personnes, enfin, mais surtout de Constance, ou de son mari d'ailleurs. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. On voit l'arrivée qui n'a pas été, le premier hiver n'a pas été facile du tout. On voit les relations avec les premières relations avec les Native Americans. On voit que c'est pas toujours facile de laisser tout derrière soi, dans le sens où quelque part les puritains qui sont partis voulaient laisser certaines choses et ils les ont sûrement retrouvés aussi là. C'est franchement intéressant. Mon grand regret, j'arrive pas à faire lire ce livre à Alice. J'ai lu ça en anglais en me disant que ça allait l'aider. Et non. En France, il est à l'école des loisirs, pardon. Et vous voyez qu'il a un peu vécu. On avait le chien qui avait essayé de le manger. Et encore, pas trop avec celui-là. Elle les avait beaucoup plus abîmés. Dernière question, j'ai quasiment divisé par deux. Dernière question, mon livre de tricot préféré. Et je le refais, j'en ai deux. C'est mes deux premiers livres en fait. Il y a le tricot en 300 points aux éditions Marabout, qui est franchement bien parce qu'en fait vous avez plein de points proposés avec une photo et les explications.
et plein de choses. Bon, bien sûr, vous avez aussi au début les explications pour tricoter. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté une fois que je suis arrivée au Havre, donc 2007-2008. Et il est génial. Honnêtement, il est basique. Il n'y a pas de patron, mais il est très bien. Et l'autre livre, c'est un peu le livre qui m'a lancé dans le tricot en anglais. C'est Knitting Without Tears d'Elisabeth Zimmermann. Il faut savoir que quand je l'ai acheté, quand je l'ai lu, et ben je n'avais même pas commencé à tricoter en anglais, à tricoter des patrons en anglais. Je suis allée directement là-dessus parce qu'il avait l'air bien. Et en fait, ouais, il est en anglais, il n'est absolument pas traduit, mais c'est pas de l'anglais difficile. À l'époque, je lisais juste, j'avais juste lu les 4 derniers Harry Potter en anglais. Pour vous dire que voilà, j'étais pas non plus, c'était pas dément. Il y a des très grandes marges, ce qui est assez pratique parce que vous pouvez écrire dedans. Et c'est ce que, moi c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai beaucoup écrit au crayon de papier dans les marges pour en fait traduire ce que je lisais. Et c'est avec ce livre que je me suis mis à tricoter en méthode continentale grâce avec cette image. De mon temps, il n'y avait pas de YouTube. Si, mais je regardais pas. Et c'est cette image qui m'a fait décider, ce qu'elle en disait, qui m'a fait décider de tricoter à la continentale. Et avec ça, vous comprenez pourquoi j'ai mis 1 an avant d'avoir une tension correcte. Voilà! J'ai réussi à faire beaucoup plus court. Si vous trouvez que c'est long, je vous jure, je peux pas vous montrer l'ancien parce que je l'ai effacé. Mais voilà, je suis contente de moi. C'est bien. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je mettrai en ligne ce tag. D'ici 1 ou 2 jours, je vais essayer de filmer un épisode normal de podcast, ce qui n'est pas facile parce que les enfants, ça y est, c'est officiel, commencent l'école à 100% à la maison à partir de demain. Joie, bonheur et sérénité, pensez à moi.